Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 198. Et dans cette chronique, je vais essayer de démontrer finalement que le capitalisme corrompu est derrière, je dirais, l'explosion. Il n'est que la conséquence de l'explosion qui s'est passée au port de Beyrouth. Alors, on peut constater aujourd'hui que les communautés, quelles qu'elles soient, y compris même leurs dirigeants, sont tous d'accord pour finalement faire des affaires et avoir cette notion finalement à l'identique, hein, les uns comme les autres, d'un capitalisme de la misère. Alors, pour mieux planter le décor, une explosion au port de Beyrouth, souvenez-vous, donc a dévasté la ville, tuant, je dirais, plus de 130 personnes et en blessant bien entendu des milliers d'autres. Et on peut considérer effectivement que c'est une tragédie. Un coup dur supplémentaire pour, je dirais, la population déjà sous le choc des crises économiques successives. Bien entendu, ce coup dur est à la fois politique, sanitaire, social. De surcroît, la corruption et l'incompétence sont à blâmer. Mais la vérité est plus, je dirais, pernicieuse, voire plus profonde. Je dirais que les événements libanais sont un autre acte d'accusation contre le système, d'une manière générale. Système, bien entendu, opté par l'ensemble des caciques du monde, que ce soit des régimes dictatoriaux, ou que ce soit des régimes libéraux, ou faussement démocratiques, aujourd'hui, ils sont tous dans une certaine forme de compromission du capitalisme, je dirais, de la barbarie, et qui, bien entendu, ne peut pas répondre aux besoins les plus élémentaires des personnes qui y sont piégées. Alors le problème le plus évident est la négligence criminelle des autorités portuaires, qui ont permis à une montagne d'explosifs de rester dans un entrepôt au cœur de la capitale libanaise pendant plus de 6 ans. Il n'y a pas de monde possible dans lequel ce soit une erreur mineure ou un détail qui a échappé à l'esprit des gestionnaires du port. Mais malheureusement, encore une fois, c'est la rentabilité, l'appât du gain et la corruption. Alors maintenant, les enquêtes sont en train d'arriver et on s'aperçoit que finalement, au moins, euh, il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été envoyées par des agents des douanes aux autorités judiciaires pour demander une résolution urgente de la question. Mais bien entendu, aucune réponse n'a été donnée. Je dirais que ce n'est pas simplement une question de complaisance des juges, hein, toute la classe politique est à blâmer. Pour avoir créé une culture dans laquelle la corruption, l'avancement personnel et le profit sont la norme. Vous savez, cette espèce de conception qui aujourd'hui, qui dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est faire des affaires, c'est forcément être un bandit, ou forcément être un escroc. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la culture de corruption, légalisée par ce qu'on appelle la globalisation et le marché, libre marché. Sans oublier, bien entendu, l'avancement personnel et le profit, qui, bien entendu, sont, je dirais, exemplaires et deviennent même ce que j'appelle une référence. Et ma foi, dans laquelle la course sans fin pour le pouvoir et la richesse a effacé toute conception de servir le peuple. Alors cette ineptie se reflète dans d'autres sphères. Les images du lendemain de l'explosion ont montré du sang dans les rues, alors que les ambulances, des scooters et des véhicules privés ont désespérément conduit des milliers de victimes vers les hôpitaux libanais, que la crise sanitaire est à son comble. Pourtant, l'explosion a détruit 2 des principaux hôpitaux de Beyrouth, qui ont dû être évacués à la suite de l'explosion. De nombreux hôpitaux restants ont été gravement endommagés, ce qui les rend impropres, je dirais, à un traitement. Pire encore, ils étaient déjà dépassés par le nombre croissant de patients du Covid-19, car effectivement, vu la crise économique, ce dispositif de gestion
plus que obsolète. Et il y a maintenant des rapports de personnes traitées dans les couloirs et envoyées dans des cliniques régionales. Et ceux qui ont des blessures légères sont découragés de se présenter pour traitement, car, comme le rapporte par exemple le quotidien libanais, un entrepôt contenant une grande partie des fournitures médicales du Liban a peut-être été détruit. Alors, un nombre, je dirais, incroyable de 300 000 personnes ont perdu leur maison dans l'explosion et beaucoup d'autres ont essayé de réparer et de remettre en l'état, je dirais, leur demeure. Alors, nous avons des images en ligne qui ont montré des familles rassemblées par des fenêtres à des kilomètres de l'explosion, emportées par les ondes de choc, et, je dirais, les débris. Peu de résidents, je dirais, ont une assurance. Ceux qui en ont une ont du mal à obtenir des paiements appropriés, puisque ces mêmes sociétés qui ont la garantie d'assurer sont aussi des sociétés qui, malheureusement, ont dans leur doxa le mode de conception du capitalisme de l'escroquerie. Alors, compte tenu de l'inflation galopante du pays, on peut considérer que déjà le chômage, déjà très élevé en raison des récentes turbulences économiques, augmentera à nouveau. Parce que de nombreuses petites entreprises n'ont pas les fonds ou la clientèle pour réouvrir. Rappelez-vous, en avril, la Banque mondiale a estimé que 45% de la population vit dans la pauvreté. Et cette crise appauvrit plusieurs centaines de milliers d'autres. Moins urgent, mais je veux dire d'égale importance, voire même important pour la gauche, certaines zones, je dirais, ravagées, abritaient une sous-culture des jeunes animés qui était de gauche et inclusive. Et qui sait si les banlieues, telles que par exemple Gemaizeh ou Mar Michael, peuvent ressusciter en tant que plaque tournante des scènes militantes florissantes. Je ne crois pas. De toute manière, aujourd'hui, on en est à la désolation. Alors, on sait que le Liban, ces derniers temps, a été le théâtre d'un certain nombre de mouvements de protestation importants, ces dernières années surtout, donc chacun est devenu plus grand et plus populaire. Alors, même si beaucoup de réseaux sociaux ont permis à certains de connaître la position et la réalité libanaise, on peut dire qu'à mesure que le choc initial s'atténue, il est probable que la colère s'exprimera dans les rues. Alors pour prévenir la rébellion à venir, le gouvernement impopulaire a déclaré l'état d'urgence de 2 semaines et donné un pouvoir extraordinaire à l'armée. Alors il est peu probable que cette décision autoritaire réussisse à écraser l'indignation populaire. On peut dire qu'hier, un petit nombre de manifestants ont attaqué le convoi de Saad Hariri à Beyrouth. Et Hariri est un éminent millionnaire sunnite pro-saoudien, possédant la double nationalité, ainsi qu'un ancien Premier ministre qui est largement méprisé. Alors, Hariri et l'ensemble de l'establishment politique et économique sont responsables de l'état humiliant de la société, de l'économie libanaise. Des décennies de privatisation, de coupes dans les services sociaux, de la protection sociale ont laissé les pauvres vulnérables au moindre choc économique. Maintenant, on peut comprendre aussi le lien, je veux dire, indéfectible entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Le modèle économique. L'Arabie Saoudite est basée sur le monétarisme et également sur ce qu'on appelle l'ultralibéralisme et sur le capitalisme, je dirais, de la destruction. Donc, il faut savoir que malheureusement, la plupart des foyers ont encore un accès régulier à l'électricité trop cher et doivent acheter de l'eau en bouteille. C'est quand même une aberration. Alors pour aider les spéculateurs financiers au cœur du capitalisme libanais, les autorités ont gonflé artificiellement la lire libanaise via son ancrage au dollar américain, par le truchement d'hommes d'affaires, bien entendu, et d'intermédiaires saoudiens. Mais ce système s'est effondré ces derniers mois, entraînant bien entendu un taux d'inflation de plus de 400%, et la chute dramatique du pouvoir d'achat de la monnaie a provoqué la faillite de la plupart de la population.
Les banques libanaises refusent désormais de permettre aux clients de retirer des dollars américains de leurs comptes, insistant pour qu'ils prennent la lire qui s'effondre. Pourtant, les banques continuent de négocier en utilisant le taux de change officiel, ce qui finalement signifie qu'elles peuvent répercuter tous les coûts de l'inflation sur leurs clients. De cette manière, ils extraient des millions aux travailleurs et aux pauvres, tandis que les riches ont été autorisés à expatrier leurs richesses à l'étranger. Alors cette culture, effectivement, de fuite des capitaux, je dirais, est permanente dans beaucoup de pays du tiers-monde. Le riche s'enfuit avec sa fortune ou fait fuir sa fortune et le pauvre, lui, n'a pas d'autre choix que de fuir, physiquement. Alors, Beyrouth était autrefois décrite comme le Paris du Moyen-Orient, la fameuse Suisse arabe. Aujourd'hui, c'est une ville dure et grise qui souffre de trop de pauvreté, trop de voitures, trop de bruit, trop peu d'espaces verts. Les routes manquent à la fois de règles et de sentiers, obligeant les piétons à se faufiler autour des débris de construction, les ordures débordantes suite effectivement à la problématique des déchetteries, et des véhicules se déplaçant de manière erratique dans les rues étroites. Alors, au cœur politique et économique du Liban, environ 2,5 millions de personnes vivent de cette manière, soit plus d'un tiers de la population du pays. Et la ville, qui ma foi est habituée à la violence et aux explosions, survécu des pires guerres, il faut le noter, hein, civiles au Moyen-Orient, dans les années 70 et 80. Et lorsque les gangsters sectaires et leurs alliés impériaux ont détourné et détruit un mouvement dynamique, je dirais radical, d'en bas, initié par des étudiants et des travailleurs, bien que les batailles et les massacres aient duré des années, ils étaient dépouillés de tout contenu social, devenant des rituels apolitiques nihilistes coordonnés par des chefs de guerre millionnaires dont le seul but était de défendre et d'étendre leur pouvoir. Alors les cicatrices, je dirais, de ces terribles années, lorsque les rues et les gens étaient rigoureusement divisés, musulmans contre chrétiens, ouest contre est, sont toujours visibles. Et ces caciques qui ont prétendu justement que, au nom de l'omerta et d'éviter un retour à la guerre civile, il fallait accepter le pouvoir des communautés, le pouvoir des chefs de guerre à la tête de ces communautés. On voit bien aujourd'hui la réalité. On voit bien même encore aujourd'hui les stigmates, hein, des trous de balles envahissent, je dirais, les bâtiments des quartiers de plus en plus pauvres, souvent couverts d'énormes images des figures de proue sectaires, les plus intéressés par les votes agricoles que par l'aide des soi-disant, je dirais, communautés. Les divisions produites par les années de guerre civile se font sentir dans les rues et les loyautés politiques sont restées jusqu'à récents cycles d'activisme relativement fixes. Pourtant, certaines choses ont changé, émanant bien entendu des jeunes étudiants de la capitale, ne rentrant pas dans l'arnaque communautaire, mais au contact de différentes, je dirais, confessions, dans des bancs d'université. On peut aussi dire que les élites au Liban sont plus diversifiées. Les noms sunnites et chiites entrant plus fréquemment dans le top 100 des riches. En conséquence, la ville n'est plus divisée principalement entre quartiers riches chrétiens et musulmans chiites pauvres, mais par la classe. Le parti politique islamiste, par exemple le Hezbollah, autrefois expression contradictoire des aspirations de la communauté chiite opprimée, fait désormais partie intégrante de l'élite libanaise. Et cela se reflète plus clairement dans son alliance stratégique avec Michel Aoun, ancien responsable ou chef des phalanges libanaises, l'une des figures de la droite, je dirais, chrétienne pendant la guerre civile. Alors, les affrontements périodiques avec Israël ne sont que le théâtre pour déguiser le rôle du Hezbollah dans une partie du pillage du Liban ou du partage avec d'autres complices par la classe capitaliste, aux côtés des soi-disant ennemis dans l'alliance du 14 mars. Alors trop souvent, les problèmes au Liban sont imputés à la corruption et à l'incompétence. Bien qu'il y ait un élément de vérité dans les accusations, je dirais, ces problèmes découlent du fonctionnement d'une société basée sur le profit, pour quelques-uns je dirais, aux dépens de la plupart de la population. Et finalement, au fond, aujourd'hui, des publications de droite, comme je prends par exemple le Financial Times,
pleure les larmes de crocodile pour le peuple de Beyrouth, puis recommande bien entendu un capitalisme plus technocratique comme solution. La vérité est que le capitalisme ne peut exister sans corruption. Ça fait, je dirais, reconnu même d'Adam Smith, hein, quand il parlait de ses travers, et finalement son expression à ne pas le contrôler. Et bien entendu, quand je parle de corruption, cela en découle également de l'incompétence et du meurtre. Et tout le système est à blâmer, hein, des capitalistes libanais qui les dirigent aux capitalistes mondiaux qui les conseillent. Alors la seule réponse juste à ce nouveau crime horrible commis contre la ville de Beyrouth et ses habitants qui souffrent depuis longtemps est de briser le système qui produit une telle misère. Les travailleurs et les étudiants et les pauvres du Liban se sont montrés capables d'ébranler les fondations du système ces derniers temps. Il est maintenant temps de terminer le travail. Il faudrait peut-être à un moment donné recréer ce que j'appelle l'État libanais. Et pour cela, créer un État viable pour tous. C'est une petite réflexion que j'ai eue effectivement ces derniers temps et dont le communautarisme, qui aujourd'hui finalement est un bras séculier du capitalisme, je dirais, sectaire, doit être, je dirais, oublié comme étant un objet puré, je dirais, moribond du passé. Voilà, je vous remercie de cette petite réflexion et puis je vous dis à la prochaine chronique.